À l'instar des autres pays du monde plutôt, le Niger a célébré aujourd'hui 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Dans ce journal, nous vous ferons d'abord un point sur l'état de cette liberté de la presse dans notre pays avant de vous faire suivre les échos d'une conférence débat animée à l'occasion ce matin. Depuis la décision des autorités demandant aux populations nigériennes vivant sur les îles du lac Tchad d'évacuer ces dites îles avec les assauts de la secte Boko Haram, c'est un véritable drame humain qui se vit dans la région. Alternative Espace Citoyen a fait le point ce matin au cours d'une conférence de presse. Nous vous ferons suivre un résumé dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision La Bari en ce dimanche 3 mai 2015. Comme tous les dimanches et comme vous le savez, nous recevons un invité les dimanches sur ce plateau. Aujourd'hui, il s'agit d'un confrère journaliste en nous. Il s'agit donc de M. Seydou Arji. Il est journaliste d'expérience ici au Niger. Avec lui, nous allons bien évidemment parler de cette journée du 3 mai, la journée de la liberté de la presse, mais surtout de la conférence publique animée ce matin à l'occasion de la célébration de cette journée. Une conférence qui a porté sur le thème la garde à vue dans un contexte de dépénalisation des délits commis par voie de presse au Niger. C'est donc Seydou Arji même qui a animé cette conférence de presse. Avec lui, donc, nous allons discuter de cette conférence de presse et bien évidemment de l'état de la liberté de la presse dans notre pays. La journée de la liberté de la presse, comme je le disais, donc, est célébrée aujourd'hui de par le monde. Ici au Niger, elle est célébrée à travers diverses activités. Elle donne lieu, cette journée, pour faire l'état des lieux de la situation de la liberté de la presse dans chacun de ces pays. Voyons quelle est la situation de la liberté de la presse dans notre pays dans ce commentaire signé Ibrahim Abdou Tikiré. Entre janvier 2014 et avril 2015, l'exercice du métier de journaliste a été mis à rude épreuve par le régime actuel. Entre autres cas, les interpellations par la police judiciaire des journalistes Ousmane Dambaji, directeur de publication de l'Union, Zakari Oumarou, animateur d'une émission Débat à Canal 3, Soumane Dissamega, directeur de publication de l'Inquiéteur, Abdoulaye Mamman, animateur d'une émission Débat à Bonferré, le directeur de rédaction de l'actualité, la plainte de la maison de la presse et 2 animateurs de la radio Hadinkai de Magaria gardés au commissariat de la dite localité. Toutes ces violations, intimidations sont malheureusement intervenues en violation de l'ordonnance portant régime de la liberté de la presse, cité un moment comme un exemple pour le respect de la liberté de la presse. Le Niger perd des points par l'usage de la garde à vue et le non-respect de l'éthique, la déontologie par certains professionnels des médias. Comme quoi, une rélecture collective des textes qui régissent la presse s'impose. Voilà, merci Ibrahim Abdou Tikiré. Entre autres activités donc qui ont marqué cette journée ici au Niger, il y avait cette conférence publique organisée ce matin au niveau du siège de la maison de la presse par la dite institution, une conférence publique sur le thème la garde à vue dans un contexte de dépénalisation des délits commis par voie de presse au Niger. La rencontre organisée par le conseil d'administration donc de la maison de la presse a été une occasion pour les différents acteurs de ce secteur pour passer au peigne fin cette question de la garde à vue qui depuis la loi sur la dépénalisation, la loi portant régime, l'ordonnance plutôt portant régime de la liberté de la presse qui a consacré la dépénalisation des délits commis par voie de presse, fait débat. On suit le résumé de cette conférence publique avec nos reporters Adam Soumana et Aboubakar Souley. Cette journée dédiée de par le monde à la liberté de la presse, dont le thème pour cette édition est laisser les journalistes prospérer vers une couverture de l'information, l'égalité des sexes et la sécurité à l'ère numérique, a été mise à profit par la maison de la presse pour organiser cette rencontre. Une rencontre qui vise à échanger autour de la garde à vue dans un contexte de dépénalisation des délits commis par voie de presse au Niger. Il n'est un secret pour personne que entre 2014 et 2015, plus d'une dizaine de journalistes ont visité les locaux de la police judiciaire. Certains ont passé 48 heures, d'autres 72 heures, poursuivis pour des délits dépénalisés. Et à chaque fois que ces événements se sont déroulés, la maison de la presse et toutes les organisations socio-professionnelles des médias ont élevé la voix pour condamner ces privations de liberté. Occasion pour le premier responsable de la régulation des médias de faire la genèse de cette situation dans le monde avant de s'appesantir sur le cas du Niger. Vint ensuite le moment tant attendu qu'est l'exposé du conférencier sur le thème du jour.
Il faut dire que la garde à vue, elle se déroule au niveau de l'enquête préliminaire et a pour objectif de rassembler les éléments constitutifs d'une infraction. C'est l'enquête préliminaire de police. Et c'est le lieu de dire que cette enquête préliminaire doit se dérouler sous la direction du procureur de la République. Ce qui veut dire que même lorsqu'on parle du côté de la justice, que la garde à vue se fait au niveau de la police, pour moi, cela ne dédouane pas le service judiciaire, parce qu'il est clair que la police judiciaire, dans le cadre de l'enquête préliminaire, elle est sous les ordres du procureur de la République, qui dans ce cas est l'initiateur de la procédure d'ouverture de l'enquête préliminaire. Les journalistes l'ont décrié en la considérant comme une détention préventive. Et ce qui refusent les autorités judiciaires, et le parquet notamment, qui n'y voient aucune régularité. Donc le débat est ainsi lancé. D'un côté, on dit que la garde à vue est légale. De l'autre côté, les journalistes la considèrent comme une détention préventive, comme une privation de liberté. Un exposé ayant suscité les réactions des confrères, qui pour des contributions, qui pour des éclaircissements sur le thème objet de la présente rencontre. Voilà, sur justement ce thème, nous allons dans quelques instants en parler avec notre invité, donc M. Seydou Arji. L'association Alternative Espace Citoyen a animé ce matin une conférence de presse pour présenter à l'opinion nationale et internationale l'état de la situation humanitaire dramatique qui se vit dans la région de Difa depuis la décision prise il y a quelques jours de cela par les autorités nigériennes de faire évacuer les populations nigériennes qui vivent sur les îles nigériennes du lac Tchad avec les assauts de la secte islamiste Boko Haram. Le résumé de cette conférence de presse avec nos reporters Ibrahim Abdou et Assoumana Chena. Cette sortie des alternatives espaces citoyens vise à porter à la connaissance de l'opinion publique la situation humanitaire et des droits de l'homme particulièrement préoccupante qui cours de la région de Difa depuis que les autorités aient sommé les populations d'évacuer le lit du lac Tchad avant le lundi 4 mai 2015. Depuis 3 jours donc, des milliers de personnes, hommes, femmes, enfants et vieillards, sont en train d'affluer vers d'autres localités de la région, notamment la localité de Barwa, la localité de Ningimi, où les plus chanceux arrivent exténués, affamés, assoiffés et totalement désespérés, après avoir marché parfois sur plus de 50 km à pied, laissant derrière eux tous leurs biens. Selon les témoignages que nous avons recueillis à travers le mécanisme de veille et de suivi de la situation humanitaire et des droits de l'homme que nous avons installé dans la région de Difa, mécanisme qui couvre pratiquement l'ensemble des communes. Donc les informations que nous avons recueillies nous font état qu'aucun dispositif n'a été mis en place pour l'évacuation, l'accueil, l'installation et l'accompagnement des populations qui ont été sommées de déguerpir les 74 îles et 116 villages du lit du lac Tchad. La situation est tellement grave qu'Alternative Espace Citoyen attire l'attention du gouvernement du Niger et au-delà celle de l'opinion internationale. Les faits d'abord sur lesquels nous voulons attirer l'attention, c'est que les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence n'ont pas démontré leur efficacité sur le plan du renforcement de la sécurité. Après ce qui s'est passé à Karamga, puis il y a eu aussi d'autres localités qui ont fait l'objet d'attaques. Ça veut dire que depuis qu'on a décrété l'état d'urgence, la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. Au contraire, c'est pendant l'état d'urgence qu'il y a eu les attaques les plus spectaculaires, les plus meurtrières de Boko Haram. Mais ces mesures n'ont pas été efficaces sur le plan sécuritaire, mais elles ont porté préjudice sur le plan social, sur le plan économique. Et c'est cela qui est grave, puisque cette région était déjà dans une situation difficile. Des personnes présentes à ce point de presse, dont des députés de la région de Difa, ont intervenu pour déplorer la manière dont l'évacuation des populations du lit du lac Tchad se déroule et demander aux autorités de les protéger.
Un club de femmes dénommé Maman Diama a fait don ce matin aux femmes nécessiteuses de la maternité Isaka Gazobi, la maternité centrale de Niamey. C'est le premier geste de ce club créé sur la base des amitiés qui se sont nouées sur les réseaux sociaux. Elles se sont rencontrées sur les réseaux sociaux. Elles discutent et échangent sur diverses questions et l'idée d'un club au-delà du virtuel est née. Maman Diamant, c'est un club que nous avons créé sur Facebook et nous voulons faire quelque chose plus que ce qu'on a l'habitude de voir sur Facebook, des clubs virtuels tout simplement, mais nous avons décidé de réaliser ça et de faire du réel, du concret. C'est pourquoi on s'est vu entre femmes, on a décidé qu'est-ce qu'on doit faire, on doit changer quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire, c'est aider les femmes, aider les personnes qui sont dans le besoin. Aussitôt qu'elles se sont rencontrées physiquement, ces femmes ont décidé de passer à l'action. Le geste de ce dimanche matin est donc le premier, il est symbolique, mais à tout son sens. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. C'est même de cette façon que cela s'est toujours produit. C'est une cérémonie sobre qu'on a voulu très simple et nous voulons au nom de toutes les mamans Diama demander à monsieur le directeur de la maternité centrale de bien vouloir accepter ce don et ce petit don que nous avons eu à rassembler. Le don est constitué de moustiquaires et des moustiquaires aussi pour les enfants et de riz, un peu de riz, et des habits, des savons, des layettes et des bassines, des seaux, des draps, des pagnes. Ce don est d'une valeur à peu près de 1 million de francs CFA, très modeste, mais qui est déjà bon. Le directeur de la maternité qui a réceptionné le don est allé aussitôt le distribuer aux femmes les plus nécessiteuses du centre, en compagnie bien sûr des mamans Diama. Ces dernières ont d'ailleurs promis de renouveler un tel geste pour la maternité et d'en faire autant pour d'autres centres en besoin. Le projet d'appui à la lutte contre le mariage précoce des jeunes filles dans la commune rurale d'Abala, c'est dans le département de Filengue, région de Tillabéri, a été officiellement lancé hier après-midi au Palais des Congrès de Niamey. C'est un projet qui va être mis en œuvre par l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Nafisa Zakou et Nasser Sedou pour le compte rendu. C'est dans une ambiance festive que s'est déroulée cette cérémonie de lancement du projet d'appui à la lutte contre le mariage précoce des jeunes filles dans la commune rurale d'Abala, région de Tillabéri. La présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales FEV, porteuse du projet, a présenté la situation des mariages précoces au Niger et celle particulière de la commune rurale d'Abala. Le mariage constitue une pratique très répandue dans de nombreux pays africains tels que le Niger, où le taux de prévalence était estimé en 2012 à 3,1% pour les garçons et 5,6% pour les filles d'âge compris entre 15 et 19 ans. Plus précisément, toujours selon l'enquête démographique et sanitaire au Niger, 76% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans et 25% avant l'âge de 15 ans. 48% sont mères avant 18 ans et 10% avant 15 ans. Sur 14% des décès des adolescentes de 15 à 19 ans surviennent suite à des complications pendant la grossesse ou au moment de l'accouchement. À Abala, en particulier, les autorités communales affirment que 2 filles sur 3 quittent l'école chaque année en fin de cycle primaire pour être mariées de force. En 2013, les enseignants de la commune rurale d'Abala ont déclaré que plus de 10 filles ont été retirées de leur école pour être mariées précocement ou exercer des activités génératrices de revenus, vente à la criée, travaux domestiques.
Le représentant de la Fondation Orange et le maire d'Abala ont vivement salué l'initiative de la lauréate Mariama Moussa, tout comme la ministre de la Population qui a officiellement lancé ce projet. Je voudrais également féliciter la présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales. À travers elle, son fille. Présidente qui, il vous souviendra, a été déclarée le 15 octobre 2014 à Deauville, lauréate du prix Women for Change, Femmes pour le développement, pour le changement. Ce prix qui a été initié en 2005 par la Fondation Orange et Women's Forum a pour vocation de gratifier des femmes actrices de changement et moteurs de croissance en leur permettant de développer des projets en faveur des femmes et des filles. Et Mariama Moussa, Madame Tabou, a fait honneur au Niger. En guise de reconnaissance aux médias nigériens à l'occasion de la campagne de mobilisation à la compétition de Women for Change, l'ONG FEV a décerné des témoignages de satisfaction dont la télévision l'a validé. Nous allons rester toujours dans le monde des ONG avec une nouvelle qui a vu le jour aujourd'hui. Il s'agit de l'ONG dénommée Lutte contre l'immigration clandestine et l'exode Lucis en abrégé. La cérémonie de lancement officiel des activités de cette ONG a eu lieu il y a quelques instants en présence de nos reporters Ibrahim Abdou et Michel Deji. Mener des actions de sensibilisation et de plaidoyer auprès des populations et des décideurs pour une réelle prise de conscience sur les conséquences néfastes des immigrations clandestines, tel est l'objectif principal que s'est fixé le bureau exécutif de cette nouvelle ONG dénommée Lucis. Selon les humanitaires, chaque année, 125 000 Nigériens partent en exode et 36 000 migrent vers l'Europe. Ce qui fait perdre au Niger 50 milliards de dollars chaque an. En effet, cette migration ne se fait sans conséquence, car il n'est un secret pour personne que ces dernières années, plus de 92 Nigériens, femmes et enfants, sont retrouvés morts dans le désert. Et sans oublier, rien qu'en 2014, 3000 migrants sont morts dans la Méditerranée et plus de 50 portés disparus, tous africains. Ces immigrés, une fois sur les terres dites promises, se lancent dans les pratiques les plus ignobles, telles que la prostitution, la mendicité, le vol, la drogue, sans compter les difficultés auxquelles ils font face. C'est pourquoi nous avons décidé de créer cette organisation afin de lutter contre ces fléaux qui menacent l'Afrique en général et le Niger en particulier à travers des axes stratégiques suivants. Promouvoir et encourager la production des cultures de contre-saison et maraîchères. Contribuer à encourager la pratique de l'élevage et de la pisciculture. Créer des AGR, activités génératives de revenus, par la mise en place des centres de formation tels que la couture, la menuiserie, la maçonnerie, la transformation et conservation des aliments, création et renforcement des capacités des puits et forages, contribution de la diaspora par la sensibilisation des candidats à l'immigration. Une initiative qui a été beaucoup saluée par les responsables de plusieurs ONG sœurs qui sont venus souhaiter pleine de réussite à cette nouvelle structure de la société civile nigérienne. Du sport football avant l'invité avec ce match de solidarité qui a opposé hier après-midi au stade municipal de Niamey l'équipe de l'Association nationale des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie à celle du syndicat des agents du ministère du tourisme. La rencontre visait à apporter un soutien aux établissements hôteliers sinistrés des dernières manifestations, celles des 16 et 17 janvier 2015. Le point avec nos reporters Sadou Doumi et Ibrahim Abdou Tikiré. Face à face, les équipes de l'Association nationale des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie et le syndicat des agents du ministère du tourisme. Un match amical dont l'objectif recherché, un soutien aux établissements sinistrés lors des manifestations anti-Charlie des 16 et 17 janvier 2015. Peu avant le coup d'envoi de la rencontre, des allocutions ont eu lieu, dont celle du secrétaire général de l'Association nationale des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie.
de ne pas profiter de la présente occasion pour lever l'équivoque sur les rumeurs qui courent dans toute la ville de Niamey et selon lesquelles certains d'entre nous ont été déjà dédommagés. Je l'affirme haut et fort que pour ces événements, personne dans notre secteur n'a bénéficié de quoi que ce soit de la part de l'État. Néanmoins, je profite de vos micros pour remercier certains de nos partenaires qui ont, dès les toutes premières heures qui ont suivi ces événements, réagi promptement pour apporter leur appui et soutien aux établissements sinistrés. Cette rencontre, c'est via la fête du 1er mai, la fête des travailleurs, et donc on a rapproché ANPTH dans le cadre de soutien aux sinistrés. Donc on a organisé ce match-là avec ANPTH. Après le discours, place au duel sur la pelouse dont les joueurs du syndicat des agents du ministère du Tourisme ont dominé la partie sur le score sans appel de 6-0. Avec ce match, c'est un soutien moral qu'a bénéficié les personnels du tourisme victimes des manifestations anti-Charlie de la part des agents du ministère du Tourisme. Une marque de solidarité que l'hôtel Gawé a emboîté le pas par la remise d'un chèque à l'ANPTH. Nous en venons donc à notre invité. Comme je l'annonçais, il s'agit aujourd'hui d'un confrère à nous, M. Seydou Agi. Il est journaliste d'expérience. Il a travaillé dans divers organes. Il est actuellement consultant sur différentes questions pour diverses structures. M. Seydou, bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari. Comme je le disais, donc, notre entretien va porter sur la journée de la liberté de la presse qui est célébrée aujourd'hui dans le monde entier. C'est la 22e édition. Elle a été célébrée donc ici au Niger. Nous allons également parler de la conférence publique que vous avez animée ce matin au niveau de la maison de la presse sur le thème la garde à vue dans un contexte de dépénalisation des délits commis par voie de presse. Avant peut-être de venir sur le choix du thème et comment est-ce que les débats se sont déroulés, peut-être un mot sur la journée de la liberté de la presse qui a été célébrée ici au Niger. Je le disais, vous avez suivi également avec nous, c'est une journée qui donne l'occasion donc aux acteurs des médias et même aux autorités de faire le point sur l'état de la liberté de la presse. Si vous devez l'apprécier, cet état de la liberté de la presse dans notre pays, depuis la dernière célébration de la journée, quels vont être vos commentaires? Merci. Je profite d'abord pour souhaiter une bonne fête à toutes et à tous les journalistes du Niger. Merci. Et les encourager à continuer à travailler, à ne pas se décourager et à faire du respect de l'éthique et de la déontologie leur première protection. Ceci étant, il faut dire que la situation de la liberté de la presse au Niger s'est détériorée ces dernières années suite au bon qualitatif que nous avons connu juste après la dépénalisation des délits commis par voie de presse. Suite à cette dépénalisation, il faut les rappeler, le Niger a connu un bon qualitatif du point de vue de la liberté de la presse. Du classement notamment. Du classement mondial des Reporters sans frontières. Mais ces dernières années, nous avons enregistré un recul, aussi bien cette année. Et ces reculs, il faut les mettre à l'actif des uns et des autres, je dirais, des journalistes eux-mêmes et du pouvoir. Parce que l'année passée, nous nous sommes apaisantis sur les pratiques malsaines développées par certains de nos confrères et qui ont fait que les choses se sont aggravées. Nous avons connu le recul. Mais ces derniers temps, les milliers de journalistes ont connu des arrestations. Notamment la garde à vue tant décriée, mais aussi les embastillements des journalistes et des violences sur le terrain au moment où ils sont en train de couvrir des événements, au moment où ils sont en train d'exercer leur métier. Pour preuve, à l'occasion des événements des 16 et 17 janvier dernier, nous avons assisté à une véritable chasse aux journalistes, à la confiscation de leur matériel et à une tentative de fermeture d'un groupe de presse. Alors, est-ce qu'avec tout cela, on peut dire, avec déjà les reculs qui sont enregistrés depuis quelques années, que cette situation du début de l'année 2015 peut encore amener le Niger à regresser dans ce classement de RFI, de RSF plutôt? Oui, sans doute. Sans doute parce que le moindre fait, lorsqu'il est grave,
peut faire perdre des points au Niger. Et c'est une situation regrettable parce que nous avons connu des avancées. Et malheureusement, ces avancées, nous sommes en train de les perdre, comme je le disais, par la faute des uns et des autres. Alors, vous avez parlé tantôt de cette question de la garde à vue qui fait débat depuis l'ordonnance 2010-35 qui sur la liberté de la presse, sur le portant donc régime de la liberté de la presse et qui a consacré donc la dépénalisation des délits commis par voie de presse. Depuis l'adoption de cette ordonnance, c'est le débat sur la garde à vue. C'était l'objet donc de la conférence que vous avez animée ce matin sur demande du conseil d'administration de la maison de la presse. Alors, beaucoup estiment, puisqu'on dit que les délits commis par voie de presse sont dépénalisés, c'est-à-dire que pour un délit commis par voie de presse, un journaliste ne pourra plus être privé de sa liberté, mais beaucoup estiment que même la garde à vue c'est une privation de la liberté. Alors ce matin il y a eu les échanges autour de ce thème. Qu'est-ce qui a été la conclusion? Est-ce que finalement la garde à vue n'est pas une privation de liberté? Merci. La garde à vue est naturellement une privation de liberté dès lors que la personne est gardée dans un lieu pendant 48 heures ou 72 heures. Le débat ce n'est pas sur son caractère de privation de la liberté, elle est par excellence, mais la question qu'on se pose, est-ce que la garde à vue est légale du point de vue du droit nigérien, du point de vue de la procédure? Je ne reviendrai pas sur les détails de la conférence de ce matin, mais toujours est-il que cette garde à vue pratiquée aujourd'hui par les autorités n'est pas expressément interdite par la loi, l'ordonnance portant 2010-35 et qui a consacré la dépénalisation. Et par contre, il est clairement exprimé dans cette loi que la détention préventive est proscrite, elle est interdite, tout comme le juge ne peut pas décerner un mandat de dépôt contre les journalistes. Alors, donc voici les choses. Maintenant, il faut faire la nuance entre la garde à vue et la détention préventive. Et c'est là où le débat, tout à fait, il vient. La détention préventive, telle qu'on l'explique, c'est une fois devant le juge qu'il est prononcé. Mais je pense que le débat n'est pas forcément juridique. Il ne faut pas limiter le débat à se dire est-ce que la garde à vue est légale ou pas. De mon point de vue, le débat devrait être posé sous l'angle de l'opportunité de recourir à la procédure. Parce que la loi, l'ordonnance portant régime de la liberté de la presse prévoit d'autres procédures que nous avons connues dans ce pays, comme la citation directe, tout comme l'ouverture d'une information judiciaire, où c'est un juge d'instruction qui va mener des enquêtes et donner suite. Il y a d'autres procédures. Mais quand on privilégie une procédure et qu'on pourrait même en abuser parfois, nous disons qu'il y a un problème. Parce que pour nous, le droit c'est une question d'opportunité, mais c'est aussi une question de bon sens. Et la question du bon sens que les gens se posent dans les milieux journalistiques, c'est de savoir est-ce que la garde à vue, comme mesure privative de liberté, se justifierait dans le cas de la recherche de l'établissement d'une infraction qui n'est pas punie d'une peine de prison, mais d'une simple peine d'amende. Par la pratique, nous avons constaté que tous ceux qui ont été gardés 72 heures, 12 ans, 48 heures, ont par la suite été libérés. Donc, vraiment, c'est l'utilité qu'on se pose. On se pose des questions sur l'utilité et l'opportunité de cette garde. Mais mieux à la conclusion, nous disons aujourd'hui, pour éviter tout malentendu, il va falloir revoir ces textes, notamment l'ordonnance portant régime de la liberté. Dans 2010-35. L'actualité et l'extirper de toutes ces dispositions qui prêtent parfois à confusion. Et ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'autres dispositions qui méritent d'être revues. Mais aussi, vous avez l'ordonnance portant
la charte d'accès. Le droit d'accès à l'information publique. L'information publique qui devrait être aussi toilettée. C'est tous les textes qui sont ici de la période transitoire qui ont été pris dans un certain contexte très rapide. Et je pense qu'il faut s'asseoir, regarder les textes avec l'implication de tous les acteurs, les corriger du point de vue de la pratique. Et il y a aussi un fait qu'on avait évoqué, c'est les lourdes amendes qui ont été prévues pour remplacer les peines de privation de liberté. Mais ça aussi, c'est un dilemme cornélien, c'est un piège, parce que rien qu'à sur la base de condamnation pécuniaire, le journaliste peut toujours aller en prison sur la base de la contrainte par corps. Donc on n'a pas échappé, d'autant plus que l'ordonnance prévoit des lourdes amendes que les journalistes ne peuvent manifestement pas payer. Et dans ce cas, ils seront obligés d'être pris. Il sera envoyé en prison en toute légalité. Donc on revient pratiquement à la même chose. Justement, c'est une question qui n'a pas été prise en compte. Donc, dans le cadre de la révisitation de tous ces éléments, je pense qu'il va falloir parler de toutes ces questions-là. Voilà, en tout cas, ce sont des débats qui se posent. Merci Seydou Arji. Merci donc, c'était donc avec lui, nous avons échangé sur cette question de la garde à vue qui pose problème depuis l'adoption de l'ordonnance 2010-35 portant régime de la liberté de la presse qui a consacré donc la dépénalisation des délits commis par voie de presse. Vous l'avez entendu, au-delà de cela, il y a bien d'autres dispositions de cette ordonnance et de d'autres textes qui méritent d'être revus et c'est un débat qui est posé au sein du milieu de la presse nigérienne. Merci encore une fois Seydou Arji d'avoir accepté cette invitation et d'échanger avec nous sur ces questions. Chers téléspectateurs, merci aussi à vous qui nous avez suivis du début à la fin de ce journal. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Merci et au revoir.